Mesdames, Messieurs, chers actionnaires, bonjour. En raison de l'épidémie Covid-19, nous vivons depuis plusieurs semaines une situation tout à fait exceptionnelle et j'espère bien évidemment que vous-même, vos familles et vos proches se trouvent en bonne santé. C'est donc dans un contexte très particulier que je m'adresse à vous aujourd'hui en ma qualité de président de votre conseil d'administration. L'Assemblée générale des actionnaires est un moment clé de la vie de votre groupe. Elle conditionne la prise de décisions importantes. C'est pourquoi nous avons décidé de maintenir ce grand rendez-vous à la date prévue, tout en nous adaptant au contexte. Afin de respecter les contraintes réglementaires qui limitent les déplacements et interdisent les rassemblements, et dans le souci de préserver la santé de chacun, nous avons dû revoir totalement notre dispositif et avons décidé de tenir, de façon tout à fait exceptionnelle, notre Assemblée générale à huis clos depuis le siège d'Air Liquide, avec retransmission en direct depuis notre site internet. Je précise que le montant équivalent au jeton de présence sera donné à la Fondation Air Liquide et viendra financer des actions menées par la Fondation contre le Covid-19. Ainsi, c'est en comité très restreint que j'animerai cette assemblée en compagnie de Fabienne Lecorvaisier, directeur général adjoint en charge des finances. Les administrateurs de votre groupe, habituellement présents, suivent cette assemblée, comme vous, à distance. L'avis de convocation relatif à cette assemblée générale mixte a été publié dans le bulletin des annonces légales obligatoires du 25 mars 2020 et dans le journal d'annonces légales Les Petites Affiches du 2 avril 2020. Tous les propriétaires de titres nominatifs ainsi que les commissaires aux comptes ont été régulièrement convoqués par lettre à cette assemblée. Vous avez été très nombreux à exprimer votre vote par correspondance, soit au moyen du formulaire papier, soit en ligne via les plateformes de vote. Je m'en réjouis car chaque vote compte. J'en viens à la composition du bureau. Dans le cadre réglementaire exceptionnel mis en place, compte tenu des circonstances, le bureau de l'Assemblée a été constitué par décision du conseil d'administration de ce jour. En ma qualité de président du conseil d'administration, j'en assumerai la présidence. Ont été nommés comme scrutateurs Madame Alexandra Roca, actionnaire individuelle et directrice de la communication du groupe, et Monsieur Cyril Audinette, actionnaire individuel et directeur de projet pour Creative Spirit. Ils sont présents dans cette salle. Avec l'accord des scrutateurs, Madame Fabienne Lecorvaisier remplira les fonctions de secrétaire. Le bureau est maintenant constitué. Je rappelle que l'Assemblée générale ayant lieu à huis clos, l'intégralité du vote a eu lieu par correspondance. Nous avons recueilli tous vos bulletins papier jusqu'au 1er mai minuit et vos votes Internet jusqu'à hier, 4 mai, 15 h, conformément à la réglementation. Le vote a ainsi été clôturé et le résultat vous sera présenté à l'issue de la séance de questions. Il en résulte que le nombre total d'actionnaires ayant voté s'établit à 105 445 actionnaires, pour un total de 245 656 385 actions sur les 471 412 378 actions ayant le droit de vote, soit 52,11% du nombre de ces actions, étant rappelé que chaque action ouvre droit à une voix. Le quorum est donc atteint et l'Assemblée générale peut valablement se tenir. L'ordre du jour qui a été publié est affiché à l'écran. Au vu de ces informations, je déclare l'Assemblée générale ouverte. L'ensemble des documents requis par la réglementation en vigueur ont été déposés sur le bureau de l'Assemblée. En outre, tous les documents préalables ont été mis à disposition des actionnaires via le service actionnaire et sur le site internet de la société dans les conditions légales et réglementaires. Aucun actionnaire n'a fait usage de son droit concernant l'inscription éventuelle de points à l'ordre du jour ou de projets de résolution. Le comité social et économique a reçu en temps opportun communication des documents et renseignements soumis à l'Assemblée générale.
il n'a pas fait usage de son droit concernant l'inscription éventuelle de projets de résolution à l'ordre du jour. Comme chaque année, je vous propose de nous dispenser de la lecture des rapports du conseil d'administration dont les principaux éléments vous sont présentés ci-après. Dans le cadre de la préparation de cette assemblée, nous avons réalisé un sondage auquel plus de 6600 actionnaires ont répondu et je les en remercie car ceci nous a été utile pour connaître les thèmes que vous voulez voir abordés. Je vous propose de commencer par une présentation de Fabienne Lecorvaisier, directeur général adjoint en charge des finances du groupe, qui reviendra sur les résultats financiers 2019 et les principales décisions d'investissement de l'année. Je procéderai ensuite à une présentation portant sur le cadrage stratégique et les perspectives du groupe. Pour respecter les impératifs liés à la situation sanitaire, ces deux interventions ont été enregistrées il y a quelques jours. Ensuite, une courte vidéo retracera les travaux du Conseil en 2019 et je reviendrai sur la nouvelle composition du Conseil à l'issue de cette assemblée. Puis, je laisserai la parole à Xavier Huillard, président du comité des rémunérations, qui présentera la rémunération des mandataires sociaux. Il s'agit aussi d'un enregistrement réalisé il y a quelques jours, le déplacement de M. Huillard n'étant pas possible au regard de la situation actuelle. Enfin, vous prendrez connaissance du résumé des rapports des commissaires aux comptes via un enregistrement également réalisé préalablement. Nous procéderons ensuite à la séance de questions-réponses et je répondrai en direct aux questions que vous aurez transmises sur le site internet de la société. Enfin, je communiquerai le résultat du vote des résolutions avant de clôturer cette assemblée générale. Je vous propose maintenant d'écouter Fabienne Lecorvaisier. Mesdames, Messieurs, chers actionnaires, avant de mentionner l'impact de la situation de crise mondiale que nous traversons, je souhaite tout d'abord vous rappeler les points forts de l'année 2019 dont vous approuvez les comptes lors de cette assemblée. Dans un contexte économique inégal, votre entreprise a en effet réalisé en 2019 des avancées déterminantes en termes de performance, d'investissement et d'action en faveur du climat. Nous avons clôturé l'exercice avec un chiffre d'affaires de 22 milliards d'euros, en hausse publiée de 4% et en hausse comparable de 3% par rapport à l'année précédente. L'activité gaz et services, qui correspond à 96% des ventes, a été en hausse comparable de 3,5% sur l'année, bénéficiant de la croissance de toutes nos géographies et d'une activité particulièrement soutenue dans la santé et l'électronique. La performance du groupe a été remarquable grâce à une gestion dynamique des prix et du mix produit, du programme d'efficacité et du portefeuille d'actifs. Tous nos indicateurs de performance se sont améliorés. En croissance publiée, le résultat opérationnel a progressé de 10%, le résultat net récurrent de plus de 11% et la capacité d'autofinancement de 14,5%. La marge opérationnelle du groupe s'est établie à 17,3%, ce qui représente une augmentation de 70 points de base hors effet du prix de l'énergie, notamment grâce aux efficacités qui ont atteint 433 millions d'euros en 2019, en avance sur notre plan stratégique NEOS. Le résultat net du groupe s'est établi à 2,2 milliards d'euros en 2019, en hausse de plus de 6% en croissance publiée. En excluant l'impact de la cession de Fujian Shenyuan en Chine en 2019 et le gain financier exceptionnel de 2018, l'augmentation du résultat net récurrent a été de plus de 11%. La dette nette a diminué à nouveau pour s'établir à 64% des fonds propres au 31 décembre 2019. Et le retour sur capitaux employés récurrent a continué de s'améliorer pour atteindre 8,6%, soit une amélioration de 60 points de base par rapport à 2018. Les décisions d'investissement ont atteint un niveau record de 3,7 milliards d'euros, nous permettant de nous positionner favorablement sur nos marchés existants et sur les marchés futurs. Afin d'illustrer cette dynamique, revoyons ensemble une sélection d'événements qui ont rythmé l'année 2019.
Je souhaite souligner également la progression de nos indicateurs extra-financiers, que ce soit sur le plan de la sécurité, de la mixité ou de notre intensité carbone. Tous ces indicateurs se sont améliorés en 2019. Je pense que vous avez compris que l'année 2019 a été une excellente année pour votre groupe, qui lui permet aujourd'hui de disposer d'un socle solide pour affronter la crise pandémique. Par prudence et face aux incertitudes de marché liées au contexte, nous avons de plus lancé en mars une émission obligataire de 1 milliard d'euros, très bien accueillie par le marché, pour couvrir de manière anticipée nos besoins de liquidité et de refinancement. Je voudrais également partager avec vous les éléments marquants du développement de l'activité au premier trimestre 2020. La croissance comparable est de 1% pour la zone Amérique et de 3% en Europe. La zone Asie-Pacifique, première région du monde impactée par la pandémie de Covid-19, est en léger retrait à moins 1%. La solidité de notre modèle d'affaires et de nos contrats long terme en grande industrie, ainsi que la poursuite d'une demande solide en électronique et la forte croissance de la santé, nous ont permis de compenser le retrait de l'activité industrielle marchande, notamment en Chine. Les autres zones géographiques n'ayant été touchées qu'en toute fin de période, l'activité gaz et services affiche ainsi une progression de 1% en comparable, alors que le chiffre d'affaires du groupe est également en légère progression par rapport à l'année précédente à plus 0,6%. Ces chiffres confirment à nouveau la résilience de notre modèle d'affaires. En ce qui concerne la performance, nous avons réalisé 91 millions d'euros d'efficacité durable ce trimestre et avons renforcé les mesures de contrôle de nos coûts et de nos encaissements pour faire face à la baisse de l'activité. Il reste bien sûr très difficile d'estimer à ce stade les conséquences de la situation sur les résultats de l'année 2020. Mais s'appuyant sur la résilience de ces fondamentaux et sur l'engagement des équipes autour des plans de continuité et de maîtrise des coûts mis en place, votre groupe est confiant dans sa capacité à surmonter cette période difficile dans les meilleures conditions possibles. Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre attention. Merci Fabienne. Je souhaite maintenant aborder la stratégie et les perspectives du groupe. En d'autres termes, comment le groupe fait face à la crise et continue à préparer l'avenir. Il s'agit d'une vidéo enregistrée il y a quelques jours. Mesdames, Messieurs, chers actionnaires, cette décennie s'ouvre sur une crise inédite par sa soudaineté, son ampleur et sa complexité. Elle affecte la vie de chacun. Elle perturbe aussi fortement, bien sûr, l'activité économique et donc nos prévisions pour 2020, ainsi que l'organisation de nos équipes, alors même que notre exercice 2019 avait tenu toutes ses promesses. Mais elle nous invite également à la solidarité, à la créativité, à la détermination, tout autant qu'à la réflexion. Et en cela, elle nous incite plus que jamais à inventer l'avenir. Je voudrais aujourd'hui aborder avec vous 4 points dans la situation que nous connaissons. Notre réaction face à la crise, son impact sur le groupe, les questions qui se posent à moyen terme et notre vision pour l'avenir. Tout d'abord, comment avons-nous réagi à la crise ? Je dois dire en premier lieu que tous les collaborateurs d'Air Liquide, dans tous les métiers, dans toutes les fonctions, partout dans le monde, ont su répondre à l'urgence avec un professionnalisme, une capacité d'adaptation et un engagement remarquables. Je tiens à tous les féliciter très sincèrement. Quelle a été notre réaction ? C'est en Chine que tout a commencé. En effet, avec 300 collaborateurs travaillant à Wuhan, nous avons été aux premières loges de la crise en Chine, et ce, dès le mois de janvier 2020. Et si nous avons été surpris, comme tout le monde, par l'ampleur de l'épidémie en Europe, et en premier lieu en Italie, nous avons pu faire bénéficier nos activités européennes, puis américaines, de tous nos retours d'expérience et ainsi être en avance de phase. Partout, des plans de continuité d'activité rigoureux ont été mis en œuvre. Ces plans préexistaient avant la crise. Ils ont été actionnés de façon méthodique dans tous les métiers du groupe pour assurer la sécurité des collaborateurs dans les sites
et par une organisation du travail adaptée et préserver l'emploi et les salaires partout où cela était possible. Pour assurer aussi le contact avec les clients et les patients et le respect des relations contractuelles avec tous nos partenaires. Pour garantir la continuité de la production, avec une priorité pour la sécurité industrielle et pour le secteur de la santé. Et enfin, pour préserver l'activité économique grâce au travail à domicile pendant le confinement et au maintien des chaînes d'approvisionnement et de livraison. Ces plans de continuité se sont largement appuyés sur le digital. Ainsi, les moyens informatiques et digitaux ont été accrus et actualisés très tôt, en début de crise, pour faire face à l'augmentation des flux. Et de fait, des équipes informatiques ont été parmi les premières à se mobiliser et le groupe a su tirer parti des infrastructures et des organisations mises en place partout depuis plusieurs années. La solidarité mondiale a également joué à plein au sein du groupe en matière d'information comme d'équipement de protection au moment où les besoins étaient les plus critiques. Ce même esprit prévaut actuellement pour préparer le déconfinement et le redémarrage complet des activités, notamment en France. Cette crise est d'abord une crise sanitaire. C'est pourquoi je souhaiterais revenir plus en détail sur la formidable mobilisation des équipes santé d'Air Liquide à travers le monde. Quels sont les axes de cette mobilisation? Il y en a deux. Le premier, c'est celui de l'approvisionnement en oxygène médical. Le coronavirus affecte, vous le savez, les voies respiratoires. L'oxygène médical est donc absolument essentiel dans ce combat contre la maladie. Votre groupe s'est ainsi engagé partout dans le monde dans une course contre la montre pour accompagner l'exceptionnelle mobilisation des soignants. Pour faire face aux besoins dans les hôpitaux, dans les EHPAD et à domicile, il a fallu produire plus d'oxygène médical. Les besoins ont par exemple été multipliés par 5 à 6 dans les zones les plus affectées, en Italie, en Espagne et dans l'Est de la France. Il a fallu augmenter les capacités de stockage d'oxygène liquide et de bouteilles dans les hôpitaux. Il a fallu construire et adapter, souvent en un temps record, les réseaux de distribution pour créer de nouvelles places de réanimation dans les hôpitaux existants, comme ceux de campagne. Ce fut le cas à Wuhan, à Madrid, à Milan, à Mulhouse, à Paris ou aux États-Unis. Chaque jour, nos équipes ont été et sont encore au rendez-vous, quelles que soient les circonstances. Le deuxième axe de cette mobilisation exceptionnelle concerne les respirateurs de réanimation. Derrière chaque respirateur, il y a une vie que l'on peut sauver. Et notre mission est d'être, avec les soignants, du côté de la vie. Air Liquide est le seul fabricant de respirateurs français avec 2 sites de production en France. L'un est basé à Antony et l'autre à Pau. Lorsque la crise a déferlé sur l'Europe, nous avons vite compris qu'il était indispensable d'accélérer la production de respirateurs. À partir de début mars, nous avons multiplié par 2, puis par 3 en avril, et désormais par 4 la production de respirateurs de réanimation en étroite coordination avec les autorités. C'était un enjeu déjà considérable. Les rotations d'équipes ont permis un travail 6 jours sur 7, nuit et week-end compris. Mais face à l'explosion du nombre de malades en réanimation, il a fallu aller encore beaucoup plus loin, sans même attendre le triplement de la production. Comment changer d'échelle le plus vite possible? C'est précisément la question que m'a posée la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher 8 jours après notre premier contact. Et c'est de là qu'est partie l'idée de fonder une alliance avec de grands champions de l'industrie, comme PSA, Schneider Electric ou Valeo, mais aussi de multiples PME pour relever un véritable défi. Fabriquer 10 000 respirateurs en 50 jours, soit l'équivalent de 3 années de production normale d'Air Liquide. C'était un défi industriel et humain sans équivalent. Il a fallu ensuite, dans des délais records, s'accorder sur la répartition entre les 2 types de respirateurs sélectionnés, en accord avec les sociétés savantes et le ministère de la Santé. Puis s'organiser pour sécuriser l'approvisionnement en composants critiques, et il y en a plus de 300 dans un respirateur, et créer 3 nouvelles lignes de production. Puis faire appel, sur la base du volontariat, à des opérateurs supplémentaires d'Air Liquide et de chez nos partenaires.
Les sites retenus ont été Poissy, chez PSA, où certains éléments des appareils sont assemblés, et Antony, chez Air Liquide, où se fait le montage final et la certification de tous les respirateurs. Les 1000 premiers respirateurs issus du consortium ont été mis à disposition des hôpitaux. Je précise que ces respirateurs sont tous fournis à prix coûtant. C'est ensemble que nous sommes en train de réussir ce grand pari industriel. Et ce sont tous les partenaires que je tiens sincèrement à remercier de nous avoir rejoints dans cette aventure inédite. J'y ai vu le meilleur de ce que peut faire l'industrie française lorsqu'elle est rassemblée dans un effort de solidarité et de mobilisation nationale d'une telle ampleur. Vous le voyez, cet engagement de nos équipes santé est exceptionnel et je vous le laisse découvrir maintenant par une vidéo. J'appelle tous les Français dans cette union nationale. Nous sommes en guerre. Dans l'industrie médicale, on a considérablement augmenté les cadences. Nous travaillons nuit et jour, week-end inclus. Nous avons passé des commandes, et notamment Air Liquide, qui porte sur plus de 1000 respirateurs. Multiplié par 4 sa Et production. autour d'Air Liquide, un consortium industriel français vient de se constituer. Je voudrais devant vous, mesdames, messieurs, chers actionnaires, féliciter et remercier les femmes et les hommes que vous venez de voir et tous les collaborateurs du groupe. Qu'ils soient dans les usines, dans les sites, auprès des clients ou chez eux en travail à distance, vous devez savoir que leur engagement et leur professionnalisme est total. Ils méritent que l'on salue leur esprit de responsabilité et de civisme démontré depuis le premier jour. Dans de pareilles circonstances, c'est aussi ce qui me rend fier de diriger votre groupe. Que cette Assemblée générale des actionnaires très particulière soit aussi la leur cette année. J'en viens maintenant à la question de l'impact de la crise sur le groupe. Nous sommes et serons bien évidemment impactés par cette crise. Comment pourrions-nous ne pas l'être? Mais au cours des 10 dernières années, nous avons tiré les enseignements de la crise financière de 2009 et nous avons indéniablement renforcé notre résilience. Notre capacité à faire face à ce type de situation s'est accrue grâce à notre position plus forte sur certains marchés et à notre organisation mondiale en réseau. Quelles mesures donc ont été prises? Sur le plan humain ou industriel comme financier, les réactions ont été rapides, cohérentes et solidaires. Au-delà des programmes existants, plusieurs mesures supplémentaires ont été mises en place. Le renforcement des programmes de contrôle de la trésorerie et des coûts, l'augmentation des investissements d'efficacité, tout en maintenant l'enveloppe globale d'investissement prévue, et le renforcement de la liquidité du groupe
avec une émission obligataire long terme d'1 milliard d'euros fin mars 2020. Toutes ces mesures ont permis de renforcer la solidité du groupe. Quel impact sur les marchés? Nous avons pu observer dans l'activité industrielle quelques tendances. Des baisses de volume significatives mais limitées à certains secteurs comme l'acier dans la grande industrie et une activité qui a globalement bien résisté en valeur du fait notamment des clauses de parts fixes contractuelles. L'industriel marchand qui sert des clients de plus petite taille comme les artisans a été la branche la plus affectée. Pour autant, on constate en Chine que l'activité industrielle marchand est déjà revenue à plus de 80% de son niveau pré-crise. La branche électronique, tournée vers les semi-conducteurs et les écrans plats, a continué à fonctionner quasi normalement pendant le pic de l'épidémie. Bien entendu, l'activité santé est restée très forte jusqu'à aujourd'hui. L'activité ingénierie et construction a vu, quant à elle, son carnet de commandes baisser fortement et une partie de ses chantiers en cours s'arrêter du fait du départ de nombreux sous-traitants. Enfin, les marchés globaux et technologies ont pu maintenir un niveau de vente satisfaisant. Ces tendances ne se reflètent qu'en partie dans les ventes du premier trimestre qui sont en croissance de plus 1% et que Fabienne Lecorvaisier vient de vous présenter. Dans ce contexte, les prévisions demeurent difficiles car elles dépendent à la fois de la durée du confinement, de la rapidité de la reprise et des mesures de relance propres à chaque pays. Néanmoins, dans l'hypothèse d'un impact significatif de la crise au deuxième trimestre, puis d'une levée progressive du confinement au début du troisième trimestre, votre groupe est confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle en 2020 et à réaliser un résultat net proche de celui de 2019 à taux de change constant. Au-delà de l'année, un certain nombre de questions se poseront à l'échelle mondiale à l'issue de cette crise. Et avec elle, c'est l'évolution à moyen terme de l'écosystème mondial qui peut être modifiée. Au-delà de la géopolitique, les questions qui nous touchent portent plus généralement sur 4 points. D'abord, la globalisation de l'économie va-t-elle subsister? Jusqu'à présent fondée sur une certaine liberté de circulation des personnes, des biens et des capitaux, avec l'organisation des chaînes de valeur qui en découlent, elle a pour corollaire la recherche des coûts les plus compétitifs et la croissance du commerce. Or, que constate-t-on? Que l'économie mondiale est vulnérable et qu'il sera donc nécessaire de regagner en autonomie stratégique, au moins dans certaines industries. À quelles technologies et à quelles ressources clés devrons-nous avoir accès sur nos territoires? Ensuite, l'organisation de la santé devra-t-elle être revue au niveau mondial? Les pandémies ignorent les frontières et se répandent à une vitesse incompatible avec celle de la recherche médicale si celle-ci ne bénéficie pas d'une bien meilleure collaboration internationale. Mieux appréhender le risque sanitaire global est sans doute une nécessité. Troisième question, les autres enjeux planétaires, comme la protection de l'environnement, l'accès à l'eau, à l'énergie et aux ressources de la planète, seront-ils désormais mieux pris en compte? Il ne fait pas de doute qu'une crise majeure dans l'un de ces domaines pourrait avoir des conséquences similaires à celles du Covid-19. Comment donc peut-on plus efficacement traiter ces enjeux au plan mondial? Et enfin, quatrième question, la protection du digital est-elle suffisante? En effet, notre dépendance au réseau numérique pour pouvoir opérer partout dans le monde est totale. La propagation des virus informatiques étant extrêmement rapide, une nouvelle réflexion s'impose pour assurer une protection efficace de nos économies et de nos sociétés à l'avenir. On le voit, les impacts de la crise à moyen terme seront structurels. J'en viens naturellement maintenant à la préparation de l'avenir. Un monde nouveau se dessine. Il implique une approche nouvelle de la mondialisation, de la santé, de l'environnement et du numérique. Votre groupe dispose d'atouts incontestables, d'abord pour traverser la crise, puis pour en sortir renforcé. Car son modèle d'une croissance à la fois régulière, rentable et responsable s'appuie sur une vision de long terme et des fondamentaux extrêmement solides qui contribueront à bâtir le monde de demain. Ces atouts, quels sont-ils? Un portefeuille de produits essentiel à la vie, à la matière et à l'énergie. Une présence au cœur des économies locales dans plus de 80 pays, des relations contractuelles de long terme et de confiance avec nos partenaires, et des marchés extrêmement diversifiés et complémentaires, de l'industrie à la santé.
Par ailleurs, Air Liquide agit au cœur des grandes transformations que sont le digital, le climat, l'énergie, la santé. Nous disposons d'une répartition géographique équilibrée qui nous donne accès aux principaux marchés d'aujourd'hui et de demain. Nous possédons une recherche et des technologies innovantes et nous avons su aussi développer une culture forte et partagée avec un engagement démontré de nos équipes. Et enfin, nous pouvons nous appuyer sur un actionnariat fidèle et stable. Mesdames, Messieurs, chers actionnaires, la relation de confiance et de fidélité que nous avons tissée avec vous est un socle essentiel. Nous sommes fiers aujourd'hui de compter au capital du groupe de grands actionnaires institutionnels, mais aussi 420 000 actionnaires individuels, un nombre en croissance en 2019. Ceux-ci détiennent 32% du capital et nous les accompagnons avec une équipe de 35 personnes entièrement dédiées. Dans ce contexte, le dividende proposé cette année s'élève à 2,7 € par action, en hausse de 2,5% en valeur faciale, à laquelle s'ajoute la distribution d'actions gratuites d'octobre 2019. Nous avons souhaité, avec le conseil d'administration, maintenir ce dividende, parce qu'il reflète les bons résultats de 2019, mais aussi parce qu'il contribue à la poursuite de l'activité économique dans notre pays, sachant qu'Air Liquide n'a pas fait appel à l'aide de l'État. Je souhaite vous remercier personnellement et au nom du groupe pour la confiance que vous nous témoignez durant cette crise en particulier. Nous nous attachons chaque jour à la mériter davantage. En cette période de préoccupation légitime, sachez que mon engagement personnel et celui de la direction d'Air Liquide est total. Ni vous, ni moi n'avons jamais connu et n'aurions sans doute jamais pensé connaître une telle crise. Mais votre groupe, en plus de 100 ans d'existence, a déjà fait face à l'adversité et connu des crises externes de toutes sortes, des pandémies, 2 guerres mondiales et de multiples crises boursières. La résilience est dans notre ADN. Chaque fois, nous avons su y faire face et en extraire les éléments positifs pour nous renforcer. Chaque fois, nous nous sommes appuyés sur la solidité de notre entreprise, sur le caractère unique de son métier et de son modèle, et sur le professionnalisme de ses équipes. Je suis confiant dans notre capacité à surmonter cette crise. Notre nouveau plan stratégique qui succédera au plan NEOS est en cours d'élaboration. Il sera présenté plus en détail une fois la situation à nouveau stabilisée. Il faut toujours croire en l'avenir et plus que jamais l'inventer, c'est ma conviction. Je vous remercie. Je vous propose maintenant d'aborder le thème de la gouvernance avec une vidéo également préenregistrée. Je souhaite maintenant commenter quelques points clés du rapport sur le gouvernement d'entreprise émis par le Conseil. Je vous propose de commencer par un clip présentant la composition de votre Conseil et les travaux effectués tout au long de l'année 2019.
Cette année, 3 mandats d'administrateur arrivent à échéance. Il s'agit des mandats de Karen Katen, de Pierre Dufour et de Brian Gilvary. Le mandat de Karen Katen ne peut être renouvelé en l'application des dispositions du règlement intérieur du conseil d'administration. Je tiens à remercier chaleureusement Karen Katen pour sa contribution aux travaux du conseil auxquels elle participe depuis 12 ans, ainsi qu'à ceux du comité des nominations et de la gouvernance, dont elle est membre depuis 2012. Sa profonde connaissance du monde de la santé et sa vision nord-américaine ont été d'une grande utilité au Conseil. Pierre Dufour a quant à lui pris la décision de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat. Il a contribué très largement au développement du groupe tout au long de ses 23 années passées chez Air Liquide. Entré dans le groupe en 1997 en tant que directeur de l'ingénierie mondiale, il est devenu président-directeur général d'American Air Liquide Holdings en 2000, puis directeur général délégué du groupe en 2007. Il était devenu administrateur en 2012 et président du comité environnement et société depuis sa création en 2017. Je le remercie également très chaleureusement pour sa contribution en tant que dirigeant, notamment au cours de l'opération Airgaz et en tant qu'administrateur. La résolution 5 propose le renouvellement pour 4 ans de Brian Gilvary. Administrateur indépendant et membre du comité d'audit et des comptes, il continuera d'apporter au groupe sa grande expérience du monde de l'énergie, sa vision globale d'un grand groupe et son expertise financière. Les résolutions 6 et 7 portent sur les propositions de nomination de mesdames Annette Bronder et Kim Han Mink en qualité d'administrateurs. Je vous laisse les découvrir à travers ces 2 vidéos. Hello, my name is Annette Bronder and I'm thrilled to be with you today and welcome this opportunity to introduce myself. I hold a master's degree in economics and social sciences from the University of Stuttgart. I started my professional career at Hewlett-Packard and was there in total for more than 14 years. This laid the foundation for my technical expertise and gave me early insights and an outlook that technology will be key in most of the businesses in the future. This strong conviction naturally drove me into the high technology-driven companies like Vodafone and Deutsche Telekom. Over this decade, I was able to see how innovation blooms. I was in a good position to develop strong knowledge in growth areas such as the Internet of Things, public cloud, and cybersecurity. Since 2019, I have been the CEO of Swiss Re, one of the largest reinsurance companies around the globe. It's a very different industry than the telco industry, but in this role, I oversee the operations of the firm and I take care about effectiveness, efficiency, and I need to assure with all of my colleagues the profitable growth of the company. On the other side, I also have a strong focus on digital transformation of Swiss Re based on technology and innovation. I have always been attracted to companies that are forward-looking, that embrace change and don't sit back and waiting for competition to move ahead. Air Liquide's customer-centric transformation strategy immediately caught my interest. Seeing this company sizing growth opportunities, of which one is digitization, is fascinating. It's a journey. I'm looking forward to be part of it. I hope my experience in technology and digital transformation will be beneficial for Air Liquide. So with that, bye-bye for today, and I hope to see all of you soon. My name is Kim Ann Mink, and I'm the former chairman, president, and CEO of Innophos Holdings, a global company that delivers essential ingredients and solutions to the food, health, nutrition, and specialty industrial markets. I was born and raised in a working-class family in a small coastal town in southeastern New York. And as a young schoolgirl, I had a very influential teacher that ignited a passion for scientific discovery as she taught me that chemistry is all around us.
I then decided to be a chemist, and never letting go of my goal, I went on to earn both bachelor's and doctorate degrees in chemistry. I entered the chemical industry as a research scientist at Royal Dutch Shell, and from there I moved on to Rohm & Haas, which later became part of the Dow Chemical Company. I discovered that my scientific education was not solely about building technical skills, but about learning how to critically think and problem solve to better address customer needs. And upon this revelation, I completed a 2-year executive business management program. I subsequently hung up my lab coat, and over the last 25 years, I pursued a commercial career. I gained significant experience in the specialty chemical industry, where I held executive positions of increasing responsibility. And finally, I have the privilege of also serving as an independent director on the boards of 2 large U.S. public chemical companies. First and foremost, I am humbled to have been nominated to join the well-respected board of Air Liquide. I believe that my proven leadership, business insight, and technical expertise, combined with my in-depth understanding of the chemical industry, will serve the board well. And as a director and former chair, I keenly understand the responsibility that independent directors have in protecting shareholders' interests. I would be truly honored to join your board of directors and represent all of you. Thank you. À l'issue de la présente Assemblée, sous réserve de l'adoption de ces résolutions, votre Conseil sera donc composé de 12 membres, comprenant 5 nationalités différentes et 6 femmes. Cette composition reflète la diversité et la complémentarité de profils et d'expériences, d'expertise et de culture recherchées par le Conseil. Je vous propose à présent d'écouter Xavier Huillard, président du comité des rémunérations, qui vous présentera les résolutions relatives à la rémunération. Son intervention a été enregistrée également à distance. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mesdames et messieurs les actionnaires, cette année, en application des règles issues de la loi Pacte, votre Assemblée est invitée à statuer sur 3 résolutions relatives à la rémunération des mandataires sociaux. Tout d'abord, la 9e résolution qui porte sur la rémunération versée en 2019 ou attribuée au titre de 2019 à votre président directeur général. Conformément à ce qui avait été approuvé par votre Assemblée, cette rémunération comprend une part fixe de 1,325 million d'euros, identique à celle de 2018, une part variable d'environ 2,065 millions d'euros. Ce variable est fonction de critères financiers et votre Conseil a constaté que les résultats ont été supérieurs à la cible pour le bénéfice net par action et très légèrement inférieurs à la cible pour le chiffre d'affaires. Enfin, une attribution d'actions de performance pour une valeur d'environ 2,25 millions d'euros, identique à 2018. Notons que, dans un but de simplification et d'homogénéisation au sein du groupe, l'attribution a été faite à 100% en actions de performance. Ensuite, avec la 10e résolution, vous êtes invité à vous prononcer pour la première fois sur la rémunération de l'ensemble des mandataires sociaux, y compris les administrateurs. Outre des informations qui étaient déjà fournies dans le passé, le document d'enregistrement universel présente désormais la rémunération de votre dirigeant comparée aux rémunérations moyennes et médianes des salariés de la société. Pour 2019, les ratios correspondants s'élevaient respectivement à 50 et 72. Sont également fournies des informations sur l'évolution annuelle comparée des rémunérations et des performances sur les 5 derniers exercices. En croissance moyenne annuelle sur 5 ans, on constate que
les ventes consolidées et le résultat net ont progressé nettement plus vite que la rémunération de votre dirigeant. L'ensemble des informations sur ce sujet est disponible en page 158 du document d'enregistrement universel. Vous trouverez également, pages 164 et 165, le compte-rendu de la rémunération des administrateurs non exécutifs qui reste en cohérence avec les pratiques antérieures. Enfin, la 11e résolution porte sur la politique de rémunération des mandataires sociaux, y compris pour la première fois cette année des administrateurs. Pour 2020, la rémunération annuelle totale cible de Benoît Potier restera stable par rapport à 2019. La politique de rémunération s'inscrit donc dans la continuité de celle que vous avez approuvée en 2019, avec néanmoins quelques évolutions que je vais vous résumer. Tout d'abord, le Conseil a décidé d'ajouter un critère quantitatif RSE dans le plan de rémunération à long terme. Il s'agit de la réduction de l'intensité carbone, dont l'objectif a été déterminé dans la trajectoire des objectifs climat du groupe annoncé fin 2018 et qui vise à réduire de 30% cette intensité carbone entre 2015 et 2025. Les autres critères de la part variable et des rémunérations long terme sont les mêmes qu'en 2019. Ils reflètent la stratégie commerciale de la société et sa démarche de croissance responsable sur le long terme. La deuxième évolution résulte de la réforme intervenue en 2019, réforme des régimes de retraite à prestations définies qui ne peuvent plus donner lieu à acquisition de droits conditionnels supplémentaires à compter du 1er janvier 2020. Il est donc prévu la mise en place d'un contrat d'assurance de retraite qui se substitue à compter de cette date au régime de retraite à prestations définies. Pour votre société, le coût de ce nouveau régime sera inférieur de plus de 20% à celui du régime antérieur. Et pour Benoît Potier, il représente un bénéfice équivalent. L'épargne constituée sera disponible à l'âge de la retraite et ce mécanisme est soumis aux mêmes conditions de performance que précédemment. S'agissant maintenant de la partie relative à la rémunération des administrateurs, la politique est conforme aux pratiques antérieures. Elle prévoit notamment une rémunération variable prépondérante et fonction de la participation de chaque administrateur aux réunions. Elle promeut ainsi l'assiduité et la participation effective présentielle des administrateurs, et ce, afin de favoriser des échanges efficaces et une parfaite connaissance des activités et enjeux du groupe. Pour terminer, la 8e résolution vous permettra de prendre acte que le rapport spécial des commissaires aux comptes ne fait état d'aucune nouvelle convention réglementée. Je vous remercie pour votre attention. Merci Xavier. Je souhaite maintenant passer au rapport des commissaires aux comptes. Mesdames et messieurs les actionnaires, bonjour. Au nom du Collège des commissaires aux comptes, PricewaterhouseCoopers et Ernst & Young, je me propose de vous rendre compte de notre mission sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Nos rapports sur les comptes annuels et consolidés, sur les conventions réglementées et sur les résolutions relatives au capital ont été tenus à votre disposition par la société et figurent dans le document d'enregistrement universel appelé DEU 2019. Je vous propose donc, comme le veut l'usage, de vous en résumer les termes. Tout d'abord, notre rapport sur les comptes annuels de l'Air Liquide SA, qui figure pages 282 à 284 du DEU. Ils sont préparés selon les principes comptables français. Nous avons certifié ces comptes sans réserve ni observation. Nous avons considéré que l'évaluation des titres de participation était un point clé de notre audit. En ce qui concerne notre rapport sur les comptes consolidés du groupe, comptes préparés selon le référentiel international IFRS tel qu'adopté par l'Union européenne,
Ce rapport se trouve pages 265 à 268 du DEU. Nous avons certifié ces comptes sans réserve, avec une observation relative à la première application en 2019 de la norme IFRS 16 relative au contrat de location. Nous avons considéré comme point clé de notre audit les 3 éléments suivants qui comprennent des estimations significatives de la direction. Pour l'activité grande industrie, tout d'abord la qualification des contrats et les modalités de reconnaissance du chiffre d'affaires, ensuite les durées d'amortissement des actifs de production et l'évaluation de leur valeur recouvrable, et enfin la mise en œuvre des tests de dépréciation des écarts d'acquisition. Nous vous rappelons que l'objectif fondamental de notre mission est d'obtenir une assurance raisonnable sur la sincérité, la régularité et l'image fidèle des comptes et que ceux-ci ne comportent pas d'anomalies significatives. Notre approche est adaptée aux activités et aux différents métiers du groupe, ainsi qu'à son organisation internationale. Nous nous attachons à vérifier tant les opérations courantes que les événements particuliers et avons mis en œuvre nos diligences conformément aux normes professionnelles applicables en France. Nous nous sommes également assurés que le rapport de gestion comprenait bien la déclaration consolidée de performance extra-financière de votre société. Nous avons aussi émis notre rapport sur les conventions réglementées, qui se trouve page 346. Il ne nous a été donné avis d'aucune nouvelle convention. La convention portant sur le contrat d'assurance vie pour M. Potier, convention déjà autorisée par l'Assemblée au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé. Concernant le rapport spécial, nous attirons votre attention sur le fait qu'en raison de l'ordonnance 2019-1234 du 27 novembre 2019, relative à la rémunération des mandataires sociaux des sociétés cotées, les engagements pris au bénéfice des dirigeants mandataires sociaux n'ont plus à figurer dans le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées de ces sociétés. Enfin, au titre de la partie extraordinaire de votre Assemblée générale, nous avons émis 3 rapports, pages 347 à 349, portant sur différentes résolutions autorisant des opérations susceptibles d'avoir une incidence sur le capital de votre société, à savoir réduction de capital, émission d'actions ordinaires et d'autres titres de capital donnant accès au capital aux salariés. Ces rapports ne comportent pas de mention ou d'observation particulière. Nous établirons des rapports complémentaires, le cas échéant, lors de l'utilisation de ces autorisations par votre conseil d'administration. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie. Nous arrivons donc au terme des présentations et nous allons maintenant passer à la séance de questions-réponses. Je vous informe que, conformément à la faculté offerte par la loi, les réponses du conseil d'administration aux questions écrites avant l'Assemblée générale ont été publiées sur le site internet de la société. Pour privilégier les réponses en direct aux très nombreuses questions des internautes, je vous propose de ne pas les reprendre ici. Sachez que ces questions, une vingtaine environ, ont porté sur des sujets très variés comme nos actions en faveur du climat et la protection des écosystèmes, nos partenariats stratégiques dans le domaine de la transition énergétique, l'égalité femmes-hommes en matière d'emploi et de rémunération, l'impact de la pandémie, bien sûr, ou le versement du dividende, ou encore la division du nominal. Les réponses du Conseil sont donc disponibles sur notre site internet, rubrique Assemblée générale. Je vais maintenant répondre aux questions posées sur airliquide.com. Et afin de préserver cet esprit de dialogue auquel nous sommes particulièrement attachés, nous avons opté pour une solution technique vous permettant de poser vos questions en ligne sur airliquide.com. Je précise toutefois que votre qualité d'actionnaire ne pouvant être vérifiée à distance, ces questions n'entrent pas dans le cadre juridique du débat en salle.
Je mentionne également que cette collecte de questions respecte votre anonymat et que nous n'avons pas connaissance de l'identité des auteurs de ces questions. Depuis le 27 avril, près de 300 questions ont été posées sur airliquide.com. Ce nombre important témoigne de votre intérêt pour le groupe et je vous en remercie. Je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions en direct, bien sûr. Aussi, comme l'an dernier, nous avons eu recours à un outil d'intelligence artificielle qui regroupe ces questions par grande nature de sujet. Je vous propose de commencer dès à présent cette partie de questions-réponses avec Laura Massis, qui est journaliste indépendante et qui va jouer le rôle de porte-parole des questions des internautes. Benoît Potier, bonjour. Bonjour à tous, aux actionnaires. Depuis le 27 avril dernier, vous avez été en effet très nombreux à poser des questions. Nous les avons classées par grande famille de sujets. Je vous propose tout de suite de découvrir ensemble justement les 5 thèmes qui ont suscité le plus de questions. Les voici. Tout d'abord, bien sûr, l'impact du Covid-19, la politique actionnariale, le climat et la transition énergétique, avec évidemment l'hydrogène, la stratégie du groupe et des questions liées aux ressources humaines. Benoît Potier, je vous propose de commencer tout de suite par justement le premier thème, à savoir l'impact du Covid-19, avec une question qui est revenue très fréquemment. Pourquoi avoir décidé de distribuer des dividendes aux actionnaires et avez-vous bénéficié des mesures d'accompagnement du gouvernement, à savoir chômage partiel et prêts garantis? Alors, merci pour cette question. Tout d'abord, non, nous n'avons pas bénéficié d'aide du gouvernement, d'aucune sorte en termes de chômage partiel ou d'aide directe. Donc ça, c'est tout à fait clair. Alors, pourquoi avoir distribué un dividende? Nous nous sommes posés en fait un certain nombre de questions. Assez simple. La première, est-ce que l'année 2019 a été bonne? Et la réponse, vous l'avez vu tout à l'heure, oui, cette année a été bonne. Est-ce que notre situation financière est saine? Réponse oui, les chiffres ont été présentés tout à l'heure par Fabienne, et vous voyez que notre dette a même diminué au cours de l'année 2019. À qui bénéficient les dividendes? Ils bénéficient aux actionnaires. Qui sont nos actionnaires? Nos actionnaires, vous l'avez vu, ce sont à la fois les grands institutionnels qui font leur travail de placement de leurs fonds dans des sociétés, récolte des dividendes, puis réinvestissement. Et puis les actionnaires individuels qui, pour la plupart, sont des actionnaires qui bénéficient de compléments de revenus au travers des dividendes et qui donc ont besoin, en grande partie, de ces revenus pour simplement vivre normalement comme ils ont l'habitude de vivre. Et enfin, comment pouvons-nous contribuer? Comment pouvions-nous contribuer au mieux au moment de cette crise? Est-ce que c'était en baissant le dividende, en arrêtant le dividende, ou est-ce que c'était en mettant à disposition des soignants, du monde de façon générale, de la société, nos compétences, nos talents? Eh bien évidemment, vous avez vu que ces compétences sont nombreuses au travers de nos métiers, de l'oxygène évidemment, au travers aussi des respirateurs. Et donc, nous avons décidé finalement de mettre l'accent sur ces réponses par nos métiers et de maintenir les dividendes, qui est une façon de maintenir l'économie pendant ces périodes difficiles en bon état de fonctionnement. Donc, d'où ce choix de maintenir les dividendes pendant la période. Une question maintenant qui porte justement sur la production des respirateurs par le consortium d'industriels. Certains médias, vous le savez, ont évoqué la réalisation de respirateurs inadaptés. Alors, qu'en est-il? Et par ailleurs, c'est un autre sujet, allez-vous continuer ce partenariat? Alors, je crois que le gouvernement a été très clair sur les motifs du choix de ce respirateur qu'on appelle l'Osiris, l'Osiris 3, et la polémique qui a accompagné pendant un jour et demi ce choix a été, je dirais, assez vite arrêté, je pense aussi vite qu'elle a commencé. Alors, de quoi s'agit-il et est-ce qu'ils sont adaptés? L'Osiris 3 est un respirateur bien connu qui a été mis en place et évolué au cours du temps. C'est un respirateur de transport qui est un respirateur qui correspond à de l'intubation de patients, y compris les patients du Covid, et qui peuvent à la fois bénéficier de cette assistance respiratoire avant de rentrer en salle de réanimation, en réanimation, lorsque leur cas n'est pas, je dirais, très grave en matière de détresse respiratoire, et qui peuvent également bénéficier après. Donc c'est un respirateur qui est tout à fait adapté dans un certain nombre de circonstances
au Covid-19 et notamment dans toutes les circonstances où nous avons besoin de construire des capacités additionnelles de réanimation. Le consortium que nous avons créé n'a pas vocation à continuer, une fois ces 10 000 respirateurs en 50 jours fabriqués, livrés aux autorités de santé. Ceci étant, encore une fois, je voudrais remercier tous les partenaires, je voudrais remercier tous les collaborateurs des 4 entreprises qui se sont vraiment donnés à fond pour les fabriquer. Et je voudrais dire également, parce que c'est vrai, que nous allons en fait tirer les leçons de cette mobilisation. Je pense qu'il y a beaucoup de choses assez positives que nous pourrons faire par la suite, notamment en termes de partenariat stratégique avec des entreprises qui ne sont pas concurrentes, mais qui peuvent nous aider à mieux développer, plus vite et avec des coûts bien meilleurs, les différents équipements que nous fabriquons pour la santé. Donc c'est à la fois un défi humain, industriel, une formidable mobilisation, mais aussi une expérience riche pour le futur. Autre question fréquente sur le Covid-19 qui porte, elle, sur la solidarité. Certains groupes bien portants comme le nôtre, dit un actionnaire, ont annoncé des actions justement solidaires. Est-ce que vous allez décider d'une action de solidarité pour participer, vous aussi, à l'effort national ? Alors, nous l'avons fait, comme je viens de l'expliquer, tout d'abord au travers de nos métiers, puisque je pense que c'était la première réponse, la plus simple, la plus logique, d'apporter en fait de l'oxygène et des respirateurs à tous ceux qui en avaient besoin. Première, évidemment, réponse de solidarité. Je rappelle que tous ces respirateurs sont fournis à prix coûtant. Et je crois que c'était tout à fait normal. Tout le monde a été d'accord depuis le début pour le faire. Et puis, nous avons décidé d'une deuxième action qui est de donner des fonds supplémentaires à notre fondation, la fondation d'entreprise Air Liquide, qui s'est déjà engagée à aider un certain nombre de centres de recherche qui ont mis au point des programmes de recherche dans le cadre du Covid pour comprendre les mécanismes, accélérer les traitements, favoriser la mise au point de vaccins ou de mécanismes qui pourraient, conduire à des vaccins. Et tout ça, c'est déjà engagé. Et je précise que cette contribution exceptionnelle d'Air Liquide à sa fondation n'est pas une contribution marginale, elle est assez significative puisqu'elle représente 2 années pleines de contribution de groupe Air Liquide à sa fondation. Et puis, nous avons aussi mené une réflexion un petit peu plus large, parce que je pense que cette période, qui est une période de crise, n'est évidemment pas finie. Nous sommes à peine au début du déconfinement, au moins en ce qui concerne l'Europe. Et je pense qu'un certain nombre de questions vont se poser dans les mois qui viennent pour à la fois répondre à la crise sanitaire, mais également redémarrer l'économie et puis faire en sorte qu'il n'y ait pas de laisser pour compte, il n'y ait pas que ce soit des entreprises, que ce soit des personnes, que ce soit des associations qui viennent en aide aux patients et aux victimes du Covid-19. Donc, nous avons en fait engagé, nous n'avons pas apporté les réponses finales encore, mais nous avons engagé une réflexion sur une contribution supplémentaire d'Air Liquide pour être sûr que cette crise soit traitée au mieux et qu'on ne s'arrête pas du jour au lendemain, une fois qu'on aura fait tous les efforts que nous venons de faire, parce que le temps que nous allons vivre ne va pas être un temps normal, il va y avoir une sorte de nouvelle période, et je pense qu'on aura des contributions à faire pendant cette nouvelle période. Donc voilà ce que nous avons décidé globalement pour répondre à l'effort de solidarité des entreprises en France et en Europe, pour ce qui concerne, je dirais, notre environnement immédiat, mais également dans d'autres parties du monde. Benoît Potier, passons maintenant, si vous le voulez bien, à la deuxième grande thématique, à savoir la politique actionnariale. Avec cette question justement d'un internaute, est-ce que vous envisagez de verser le dividende par semestre ou mieux par trimestre? Et toujours selon cet internaute, cela serait plus adapté aux besoins des actionnaires individuels et des institutionnels devant verser des retraites ou des rentes? Oui, alors effectivement, c'est une question qu'on nous pose, je dirais, régulièrement. Certains groupes le font. Donc peut-être je voudrais poser la question à Fabienne Lecorvaisier, qui est avec moi, et qui aura un point de vue assez, je dirais, large sur ce que font d'autres groupes et pourquoi ils le font. Fabienne ? Oui, Benoît, il est exact que le paiement de dividendes semestriels est une pratique relativement courante dans l'industrie pétrolière,
où les disponibilités sont en fait très dépendantes des variations du prix du pétrole. A contrario, l'activité d'Air Liquide est une activité de long terme et donc il nous semble que la performance trimestrielle n'est pas forcément la meilleure base de référence pour décider de la rémunération des actionnaires. C'est une première raison. Ce n'est pas la seule. En effet, compte tenu du nombre d'actionnaires d'Air Liquide et notamment du nombre d'actionnaires individuels, la procédure de paiement des dividendes est à la fois complexe et assez coûteuse, ce qui est une deuxième raison en fait pour rester sur une base annuelle, ce qui nous semble préférable pour notre groupe. Merci à vous deux. Un des grands classiques, on le sait bien, d'Air Liquide, c'est la prime de fidélité et les actions gratuites. Les actionnaires s'interrogent, bien évidemment, étant donné le contexte. Ils se demandent si justement la prime de fidélité de 10% sera bien versée en mai et si les actions gratuites seront maintenues en 2021. Alors, pour ce qui concerne la prime, bien sûr, oui, elle sera versée. Il n'y a aucune raison qu'elle ne le soit pas. C'est, je dirais, une tradition, mais également ça a un sens. Ça récompense la fidélité des actionnaires. Donc, nous avons tout à fait l'intention de la distribuer en même temps que le dividende. Je rappelle le calendrier, c'est que le 11 mai, le coupon sera détaché et les dividendes seront versés le 13 mai 2020. Donc, tout à fait normalement par rapport au calendrier qui avait été prévu. On arrive maintenant à un des sujets, je dirais, favoris des actionnaires, à savoir l'hydrogène et la protection du climat. Des actionnaires, justement, se demandent si, dans un contexte de pétrole, je dirais, pour rien, les constructeurs automobiles vont montrer moins d'ardeur à poursuivre les recherches pour développer des voitures à hydrogène et que pour continuer à se développer. Nous avons vu un certain nombre d'annonces se faire en Asie, en Europe, des partenariats se nouer. Alors, un petit peu moins dans la mobilité qui concerne les véhicules de particuliers, beaucoup plus dans la mobilité professionnelle. Je pense notamment aux camions, mais je pense aussi aux trains. Et je sais que d'autres grands moyens de mobilité, comme les avions, les bateaux, sont en pleine réflexion. Donc, on peut dire que dans le marché de la mobilité, les choses ont continué et semblent, je dirais, un petit peu ignorer la crise. Dans d'autres grands marchés, ou bien évidemment
l'hydrogène en tant que matière première dans un certain nombre d'industries de transformation. Tous ces marchés conservent évidemment leur potentiel. Et donc, pour faire, je dirais, simple et en résumé, je dirais que l'hydrogène a un petit peu ignoré la crise. Et je pense que nous allons continuer à avoir un développement intéressant de nos activités, des activités de façon générale de tous les industriels concernés dans l'hydrogène. Dernière précision importante, nous sommes aujourd'hui 81 entreprises faisant partie du Conseil mondial de l'hydrogène. Nous allons prochainement désigner un conseil d'administration à ce Conseil de l'hydrogène. C'est juste pour illustrer le fait que le sujet de l'hydrogène continue à intéresser toutes les grandes industries dans le monde. Autre sujet intéressant dans le domaine justement du climat, on sait que plusieurs entreprises souhaitent atteindre la neutralité carbone en 2050. Il y a eu plusieurs questions sur ce thème. Alors tout d'abord, qu'en est-il d'Air Liquide et de la neutralité carbone? Et ensuite, quelle est réellement la stratégie du groupe en matière de réduction de ses émissions directes et indirectes de CO2? Alors ça, c'est l'autre volet, je dirais, de toute la transition énergétique et des questions d'environnement qui nous touchent. Il y a l'hydrogène, on vient d'en parler, mais il y a aussi, évidemment, l'émission de CO2, la réduction de ces émissions de CO2, voire l'utilisation potentielle de ce CO2 pour réduire l'empreinte environnementale de l'activité humaine sur la planète. Alors, premier rappel, bien sûr, tous les actionnaires s'en souviennent, c'est que nos objectifs climat ont été maintenant annoncés au marché depuis 1 an et demi. Nous sommes en avance sur ces objectifs. Je rappelle qu'ils consistent à réduire l'intensité carbone du groupe Air Liquide significativement de 30% entre 2015 et 2025. Donc sur ces objectifs climat, nous sommes conformes, nous sommes même, je viens de le dire, en avance, et nos objectifs sont les plus ambitieux de notre industrie. Ensuite, nous avons mené un certain nombre d'actions en cours, comme acheter de l'énergie électrique plus propre, donc avec un mix énergétique beaucoup plus en faveur des énergies bas carbone, ou bien réduire nos consommations d'énergie dans nos propres procédés, ou bien réduire les kilomètres parcourus par nos camions, ou bien acheter des énergies plus propres pour nos propres transports. Donc nous avons tout un certain nombre d'actions qui ont été entreprises et qui contribuent évidemment à l'obtention de ces objectifs climat. Nous avons aussi, et c'est un point important à noter, décidé de mettre un prix du carbone dans toutes nos décisions d'investissement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous décidons une nouvelle usine pour un client donné, nous regardons quel est avec un prix de carbone de l'ordre de 50 € la tonne, comment est-ce que les investissements de notre client vont pouvoir être pérennes et comment est-ce qu'ils se comparent à ce prix du carbone. Et de l'autre côté, comment nous-mêmes nous mettons en œuvre des solutions. Il y a toujours plusieurs solutions technologiques. Donc comment nous mettons en œuvre ces solutions technologiques pour essayer de réduire les émissions de carbone. Et pour ça, il faut un paramètre technico-économique. Ce paramètre, c'est les émissions de carbone en tonnes et le coût économique des solutions que nous proposons. Eh bien, nous avons maintenant cette référence de 50 € la tonne. Et puis vient la question beaucoup plus, je dirais, fondamentale et long terme, qui est la neutralité carbone. Est-ce qu'Air Liquide, qui est une société intense en énergie, nous consommons pour plus de 3,5 milliards d'énergie par an, est-ce qu'Air Liquide donc, et est-ce que son industrie peut baisser significativement ses émissions en volume absolu, et peut-on atteindre une neutralité carbone? Ça n'est pas une réponse simple à apporter. Nous avons engagé une réflexion en profondeur avec les équipes chargées du développement durable, avec le comité exécutif et avec le comité environnement et société du conseil, et donc avec le conseil d'administration, pour examiner quelles pourraient être les réponses et quel serait l'horizon de temps qui serait le nôtre pour pouvoir atteindre une neutralité carbone. Donc c'est une vraie question stratégique pour le groupe qui n'a pas encore toutes les réponses, et dès que nous serons prêts à pouvoir, je dirais, en parler à l'externe, évidemment, nous en ferons part à l'ensemble de la communauté et bien évidemment à nos actionnaires. Je rappelle aussi que nous avons une stratégie climat qui est aujourd'hui très très claire déjà sur les actifs, sur les clients et sur les écosystèmes, et donc il faudra traiter ces 3 points
dans la réponse que nous ferons en termes de neutralité carbone. On passe, si vous le voulez bien, au quatrième thème maintenant, à savoir celui de la stratégie. Avec cette crise, on a mieux découvert vos activités santé. Certains actionnaires souhaitent que vous reveniez sur l'importance de ce pôle, justement dans les activités d'Air Liquide, et surtout sur la place que vous comptez accorder à cette activité dans le futur. Petit rappel donc pour cette question, et merci de cette opportunité de parler de la santé. C'est vrai que quelquefois, on parle beaucoup d'environnement, d'énergie, d'hydrogène, mais assez peu de santé. Or, la santé représente 20% des activités du groupe. On peut même dire que dans certains pays, comme la France, la santé est une activité plus importante que l'activité industrielle. Donc, elle est vraiment majeure dans la stratégie du groupe. Alors, qu'est-ce que nous faisons dans la santé? Mais d'abord, nous vendons des gaz thérapeutiques, évidemment l'oxygène. Mais ce n'est pas le seul gaz que nous vendons, et je pense qu'au travers de cette crise, nous avons pris conscience, si nous ne l'avions pas précédemment, de cette importance de l'environnement santé, de la globalité du phénomène santé, de l'environnement santé. On ne peut pas dire simplement que assurer à des patients, assurer à un monde de la santé, assurer à des citoyens dans un pays comme la France ou dans un continent comme l'Europe est suffisant. Non, puisque quand nous avons une crise qui est semblable à celle que nous venons de subir ou de voir, il faut apporter des réponses globales. Donc on peut dire que la santé, pour moi, est devenue un des sujets principaux de la globalisation. Et ça, c'est un point très important. D'où la question de remettre encore plus, si c'est possible, la santé au cœur de la stratégie du groupe. Donc, gaz d'abord, puisque c'est ça que nous faisons. Matériel, nous avons beaucoup parlé de respirateurs, mais je pense que dans l'administration de nos gaz, dans les thérapies que l'on peut imaginer pour traiter la douleur, pour traiter un certain nombre de maladies chroniques, avec des gaz, avec des mélanges thérapeutiques, nous avons besoin de matériel et nous venons de voir que les respirateurs étaient indispensables, mais les mélanges qui sont à fabriquer sur mesure pour traiter certaines pathologies avec des gaz thérapeutiques nécessiteront également des matériels extrêmement sophistiqués. Donc Air Liquide peut contribuer à la fois par ces matériels et ces gaz dans le domaine de la santé. Nous avons également découvert, s'il le fallait, que le numérique joue un rôle extrêmement important, pas seulement dans ce que nous faisons au quotidien, mais également dans les réponses que nous apportons dans des domaines comme celui de la santé. Nous avons depuis quelques années démarré l'élaboration de plateformes numériques qui s'adressent aussi bien aux patients, aux professionnels de la santé, aux payeurs, c'est-à-dire aux assurances ou aux sécurités sociales ou équivalents, aux autorités de santé. Et nous avons la possibilité dans le futur d'aller encore beaucoup plus loin et d'apporter une vraie réponse qui n'est pas uniquement une réponse d'efficacité, mais une réponse de santé, c'est-à-dire d'améliorer la qualité de vie et la santé des patients dans ce domaine. Nous avons d'ailleurs démarré un certain nombre d'études cliniques qui démontrent que la qualité de vie des patients est améliorée, on le démontre tout à fait professionnellement avec des études cliniques, que cette qualité de vie est améliorée avec des plateformes et avec un suivi par des professionnels de santé. Donc au carrefour du futur, il y aura la capacité à œuvrer dans le domaine médical et la capacité à apporter des réponses sous forme digitale. La combinaison des deux sera aussi un des éléments extrêmement importants dans la stratégie du futur de la santé. Donc nous avons, je pense, à peu près tous les atouts qui sont nécessaires pour mettre la santé encore plus, s'il le fallait, au cœur de la stratégie du futur d'Air Liquide. Autre question, et bien toujours un peu dans la santé. Pourquoi avoir décidé de vendre votre filiale Schülke au moment justement où l'hygiène devient un sujet central et elle deviendra probablement encore plus à l'avenir? Oui, alors c'est effectivement une question assez naturelle. D'un côté, nous avons annoncé avant la crise, et la décision a été prise bien avant la crise, d'envisager la cession de cette activité, et en même temps, voilà, une crise qui révèle que certaines sociétés qui fabriquent notamment ces gels et ces désinfectants sont extrêmement importantes dans le respect
de la qualité de l'environnement. Santé. Eh bien, la réponse à cette question est assez simple. Quand nous avons pris cette décision, nous n'avons pas pris cette décision sur la base simplement de ce qui allait venir, nous l'ignorions d'ailleurs à l'époque, mais sur la base d'une réflexion stratégique de fond pour savoir si cette activité, finalement, à la fois pouvait apporter des éléments intéressants à l'Air Liquide dans le futur c'est dans 10-20 ans, et en même temps si le groupe était capable de soutenir et d'apporter les talents, les investissements de recherche et les investissements physiques à ce type d'activité. Et finalement, nous avons apporté une réponse de fond stratégique qui était que cette activité devenait, avec le temps, trop éloignée de notre corps de métier et que donc nous avions intérêt à la fois pour nous-mêmes et pour cette filiale d'essayer de la céder à des partenaires qui pourraient en faire, je dirais, un meilleur usage à long terme et en termes stratégiques. Donc nous avons pris la décision bien avant la crise, nous avons orchestré ce processus de cession et nous avons trouvé pendant cette crise des acteurs, un fonds avec lequel nous avons déjà eu des relations qui s'est proposé pour reprendre cette activité. Nous avons essayé d'apporter toutes les garanties, évidemment, dans le cadre de cette reprise, à nos équipes et aux métiers. Nous avons donc signé, ça a été annoncé, un accord de cession sous réserve de deux choses. D'abord, du processus d'approbation par les autorités de la concurrence, donc ça c'est un point, et aussi le processus d'autorisation par les représentations des salariés. C'est un processus qui est en cours, qui suivra son cours pendant le deuxième trimestre et qui devrait théoriquement, si tout va bien, se solder par des réponses positives au cours du troisième trimestre. Donc voilà un petit peu l'ensemble des éléments qui nous ont conduits à, je dirais, poursuivre cette cession. La crise actuelle montre que la société a de la valeur, ce qui a renforcé au passage l'appétit des différents fonds et sociétés qui se sont présentés pour envisager l'acquisition et préparer des réponses. Et donc, nous avons simplement considéré que c'était le moment. La valorisation est une bonne valorisation, donc nous avons maintenu ce processus en cours. On passe maintenant au dernier thème. Il concerne les collaborateurs. La crise du Covid-19 a montré que les méthodes de travail pouvaient évoluer en intensifiant, bien sûr, le travail à distance. Un actionnaire, justement, s'interroge là-dessus, sur le développement de cette approche dans les mois à venir. Vous pouvez lui répondre quoi? Oui, alors c'est effectivement, je dirais, presque ce qu'il y a de plus visible pendant cette crise. Nous sommes tous confinés à la maison. Nous avons organisé tout le travail avec des équipes alternées. Nous avons fait usage, on le disait tout à l'heure, extensif des moyens digitaux. Donc nous nous parlons quotidiennement. Nous avons des réunions extrêmement cadencées avec nos équipes. Donc nous avons finalement expérimenté une nouvelle façon de travailler. Et cette nouvelle façon de travailler ne va pas s'arrêter du jour au lendemain quand nous allons déconfiner. Je crois qu'il y a beaucoup de leçons à tirer et la question qu'on pourrait se poser également, c'est de se dire mais est-ce qu'on a perdu en productivité pendant cette période? Je peux vous dire, c'est une question que j'ai posée à de multiples reprises à l'ensemble de l'équipe de direction qui sont en contact avec les différents pays, avec les différentes équipes, et la réponse est non. Non, en fait, nous avons réussi à maintenir une très bonne compétitivité, une très bonne productivité pendant cette période. Donc nous pourrons en tirer des leçons qui iront dans le sens d'une meilleure sécurité des collaborateurs, probablement moins de voyages. Nous allons un peu nous économiser, nous allons gagner en temps, nous allons gérer le temps autrement, nous allons être plus rigoureux. Vous savez, en pratique, ces réunions ont une heure de début, une heure de fin, nous avons des créneaux qui sont réservés, et finalement, nous commençons nos réunions à l'heure, nous les finissons à l'heure, et nous prenons toutes nos décisions. Il y a donc en fait une amélioration du fonctionnement de l'entreprise qui est tout à fait remarquable. Et puis je pense qu'au-delà de cette organisation du travail, il faut voir plus loin. Donc nous allons en fait essayer de tirer tous les enseignements de cette crise, de ce travail confiné, de ce travail à distance,
pour essayer d'organiser en fait le travail différemment dans le futur. Et je pense que le vrai équilibre, la vraie balance entre le travail à domicile, le travail au bureau, se fera différemment. On offrira probablement plus de flexibilité à l'ensemble de nos collaborateurs pour travailler différemment et probablement mieux dans le futur. Alors, au-delà de l'organisation du travail, un actionnaire demande comment l'entreprise va-t-elle rebondir justement après la crise, notamment sur l'ouverture de nouveaux marchés porteurs, réorganisation de l'entreprise ou l'amélioration de la productivité. Je crois que la productivité, je viens d'en parler au moins en ce qui concerne l'organisation interne. Ce que j'ai dit finalement pour l'interne peut se traduire également à l'externe, c'est-à-dire qu'avec nos fournisseurs, avec nos clients, nous pouvions difficilement aller voir un certain nombre de clients. Donc nous avons commencé à converser par vidéo, par téléphone, mais surtout par vidéo. Et je crois qu'on en tirera également des enseignements. Nous pouvons avoir plus de contacts, plus brefs, plus fréquents et probablement globalement de meilleure qualité. Et puis nous avons aussi appris à être plus agiles, de façon, je dirais, dans les modes de pensée et dans l'organisation. Et puis, en y réfléchissant, finalement, en repensant à nos marchés, je pense que tous nos marchés vont se transformer. Tous nos marchés, tous nos clients vont se poser des questions sur accélérer dans certains domaines. Et je pense que l'environnement, l'énergie, la santé, la globalisation, il faut imaginer, par exemple, que dans le domaine de l'électronique, nous avions des chaînes de production et de livraison qui pouvaient passer par plusieurs coins de la planète. Nous pouvions avoir une conception aux États-Unis, une production au Japon ou à Singapour, un conditionnement à Taïwan et une livraison en Chine ou en Corée. À l'inverse, nous pouvons avoir des productions locales. Finalement, cette crise va nous amener à nous poser des questions sur ce qu'on appelle les chaînes d'approvisionnement, mais aussi les chaînes de valeur. Comment faut-il réorganiser ces chaînes? Est-ce qu'il faut produire plus localement? Est-ce qu'il faut réorganiser sur la base des coûts uniquement ou des coûts et de l'importance stratégique des différents produits que nous produisons? Nos clients ont commencé à nous poser des questions et je pense que nous irons beaucoup plus loin. Donc il faut s'attendre, à mon sens, à ce que les marchés évoluent, se transforment, même si ce ne sont pas a priori des révolutions. Je pense qu'il faudra réadapter nos offres à quasiment l'ensemble de nos marchés. Donc, oui, nous allons rebondir, oui, nous avons des opportunités, oui, nous cherchons finalement le caractère positif de cette crise, et je pense que nous allons réinventer un tout petit peu la façon dont nous faisons notre métier avec la plupart de nos clients dans la plupart de nos marchés. Cette question originale maintenant d'un actionnaire qui suit visiblement de très près l'actualité du groupe. Il est très intéressé par l'usine de Norvège qui recycle la biomasse. Il se demande s'il ne serait pas bon d'avoir une telle usine en Bretagne où tout le monde, d'après cet actionnaire, se plaindrait de la pollution entraînée par l'élevage du porc. Alors voilà un actionnaire très bien renseigné. Et effectivement, Air Liquide participe à cette expérience très intéressante en Norvège, au sud d'Oslo, dans ce qui s'appelle la fabrique magique, c'est Magic Factory en anglais. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, en fait, c'est une expérience intéressante de matérialisation d'une économie circulaire, où finalement les déchets urbains ainsi que les déchets de l'agriculture et les déchets des animaux sont collectés, rassemblés dans un digesteur, dans un transformateur pour produire ce que l'on appelle du biogaz. Je crois qu'on en a entendu parler un petit peu partout. Mais chose un petit peu plus originale, ce biogaz qui est donc fabriqué, qui est un mélange de gaz naturel, mais aussi de CO2 et d'autres produits, est ensuite séparé, et c'est là que les technologies d'Air Liquide entrent en jeu. Nous avons donc une usine, une petite usine d'Air Liquide sur place, pour séparer le CO2 du méthane. Le méthane est ensuite liquéfié, puis redistribué dans la région d'Oslo pour des bus ou des camions qui donc utilisent du gaz naturel, bio, qui a été fabriqué à partir de déchets. Et chose intéressante également, ce couplage, on le voit assez rarement, c'est que le CO2 qui est donc séparé
et réutilisés sur place dans des serres. Et en fait, ces serres sont complètement intégrées dans l'écosystème, récupèrent des déchets de l'agriculture, des matières qui sont des nutriments pour pouvoir accélérer la production à l'intérieur de ces serres au travers d'études qui sont assez sophistiquées. Et il se trouve que j'ai été personnellement visiter cette fabrique magique en Norvège récemment, et j'ai pu le voir. J'ai pu, avec certaines de nos équipes, constater que les légumes, les fruits qui poussent dans ces serres sont non seulement en abondance, ont des rendements qui sont meilleurs, mais également sont excellents. C'est-à-dire ont un goût qui est, franchement, nous avons fait des tests à l'aveugle, c'est un goût qui est bien meilleur que le goût des tomates normales, et qui se fonde sur, tout ça se fonde sur des études avec l'université d'Oslo. Et donc c'est une réponse extrêmement intéressante et très, très, très riche aux questions que l'on peut se poser. Donc l'actionnaire qui a posé cette question est bien renseigné. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose en Bretagne? Très probablement. Donc oui, nous sommes, tout à fait prêts à regarder des opportunités en Bretagne. Et d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, il n'y a pas que la Bretagne, il y a aussi l'Italie, parce que l'Italie, en fait, a déjà démarré des réflexions qui vont dans le même sens. Donc il est possible que nous dupliquions cette expérience à la fois en Bretagne et aussi en Italie, et pourquoi pas ailleurs. Donc affaire à suivre. Autre question, avec la crise due au Covid-19, ne faut-il pas privilégier l'investissement plutôt que la rémunération des actionnaires? Investissement et dividendes, c'est effectivement toujours une bonne question, et je vais demander à Fabienne de répondre à cette question. Donc c'est une question à laquelle on a déjà partiellement répondu, mais si vous avez regardé notre publication du premier trimestre, vous avez vu que l'activité de développement est restée très dynamique et que nous avons à nouveau décidé des montants de nouveaux investissements élevés, des montants d'investissement industriel significativement supérieurs à ceux de l'année précédente, avec notamment beaucoup de nouveaux projets dans le domaine de l'électronique. Et c'est une très bonne nouvelle. Cela veut dire que malgré la crise et pendant la crise, nous continuons à construire de la croissance pour notre futur. Il se trouve que notre bilan est solide, que notre niveau de cash flow est élevé, il l'a encore été sur ce premier trimestre, et cela nous permet tout à fait de faire face à ces nouveaux investissements, de construire notre développement sans pour cela obérer notre capacité de rémunération de nos actionnaires. Le petit film que nous avons projeté en introduction le rappelait, nos actionnaires ont toujours été présents à nos côtés dans les très très grands événements stratégiques comme l'acquisition de Big Three, comme l'acquisition d'Airgas en 2016, et il nous semble tout à fait logique de maintenir un équilibre entre les investissements, le développement, la croissance future et la rémunération de nos actionnaires. Autre interrogation maintenant d'un actionnaire. Quelle stratégie allez-vous adopter en cas de seconde vague d'épidémie? Alors, je crois que fondamentalement, c'est d'être prêt. Stratégie, c'est de tirer les leçons, mais les leçons d'abord et avant tout qui concernent l'urgence. Donc, disposer de stock, avoir les organisations en place, les réponses en place, organisation équipe A, équipe B alternée. Ne pas baisser trop vite la garde, je pense que ce serait une erreur, et de se dire que très probablement il y aura une deuxième vague, elle sera très probablement aussi beaucoup plus faible en intensité, mais je pense qu'il faut qu'on s'y prépare, et donc aussi bien d'un point de vue de l'organisation interne que nos relations externes, nous nous préparons pour pouvoir réactiver avec une intensité qui sera à définir en fonction de l'intensité de la crise, de réactiver finalement tout ce que nous avons fait pour cette première partie de la crise. On a posé une question cette fois sur votre modèle d'affaires et sur la résilience du groupe. Air Liquide pourra-t-elle, comme cela avait été le cas en 2009, augmenter ses bénéfices malgré la crise? Son activité n'est-elle pas devenue finalement plus cyclique depuis le rachat d'Airgas? Alors je ne le pense pas. Je pense que Airgas nous a apporté, comme vous vous en souvenez certainement, une présence américaine dans tous les territoires. Airgas aussi nous a apporté aux États-Unis une présence dans le monde de la santé. Nous fournissons une très grande partie des hôpitaux américains, et d'ailleurs nous avons été sollicités par le gouvernement américain
pour organiser la réponse sanitaire au niveau des hôpitaux. Donc non, je ne pense pas que ça nous ait, je dirais, rendu plus cycliques. C'est une question assez naturelle que les investisseurs nous posent beaucoup. Je pense que dans le même temps aussi, depuis maintenant 5 ans, nous sommes renforcés dans un certain nombre de marchés très complémentaires. Et donc je ne pense pas qu'au global, il y ait d'inquiétude à avoir sur ces questions. Et je pense qu'on va passer maintenant à la dernière question. Alors, c'est en guise de conclusion, Benoît Potier. Quels sont les grands axes d'innovation du groupe et d'où viendra la croissance future? Alors, c'est évidemment une très très bonne question de fin, de conclusion. Je pense que la vraie réponse, c'est l'innovation. Je pourrais vous faire une longue liste à la fois des marchés, de tous ceux que nous avons cités, mais également des produits ou des technologies qui sont concernés, que ce soit dans le domaine des questions de l'environnement ou de la transition énergétique. La grande industrie est au cœur de tout, avec l'hydrogène, l'oxygène, la gestion du CO2, les achats d'énergie, évidemment, qui doivent être beaucoup plus propres. Le biogaz, dont on vient de parler, la gestion du CO2, aussi la liquéfaction du CO2, la récupération du CO2, la séquestration. Donc tous ces marchés sont évidemment très importants, beaucoup d'innovation derrière. Nous avons beaucoup de réponses intéressantes à apporter. On a parlé de la santé, des thérapies, des matériels, des adjuvants de vaccins aussi, nous sommes dans ces domaines-là, du domicile avec évidemment le digital. Le digital qui va bien au-delà, qui va dans les modes d'organisation, dans l'efficacité, dans les nouvelles offres aussi, et dans les plateformes, que ce soit les plateformes industrielles comme celles que nous avons déjà mises en œuvre ou les plateformes de santé. Et puis, petite pointe, je crois, aussi, je le mentionnais tout à l'heure et je finirai par là, je crois que cette leçon et ce consortium avec d'autres industriels nous a remis la lumière sur les partenariats stratégiques. Je crois que nous pouvons faire mieux, plus vite, avec des coûts meilleurs si nous nous associons dans un certain nombre de domaines avec des partenaires stratégiques. Donc merci à tous ceux qui nous ont accompagnés. Je pense qu'on en tiendra compte dans notre stratégie. Voilà, c'était donc la dernière question. Merci Laura. Et je vous propose de passer maintenant au résultat du vote des résolutions. À titre tout à fait exceptionnel, je rappelle que cette Assemblée générale mixte se tient à huis clos et vous avez été très nombreux à voter par correspondance et une fois encore, je vous en remercie. Nous allons donc à présent vous dévoiler le résultat du vote, résolution par résolution. Étant donné que ces résolutions figurent dans les documents qui vous ont été envoyés avant la réunion, nous allons nous dispenser de la lecture intégrale de ces dernières. Et nous nous limiterons donc au résumé qui sera projeté à l'écran. Tout d'abord, les résolutions à caractère ordinaire. Fabienne. Première résolution. Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2019. Pour 99,58%, la résolution est adoptée. Deuxième résolution. Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2019. Pour 99,58%, la résolution est également adoptée. Troisième résolution. Affectation du résultat de l'exercice 2019 et fixation du dividende. Pour 99,43%, résolution adoptée. Quatrième résolution, autorisation donnée pour 18 mois au conseil d'administration en vue de permettre à la société d'intervenir sur ses propres actions. Pour 98,21%, la résolution est adoptée. Cinquième résolution, renouvellement du mandat d'administrateur de M. Brian Gilvary. Pour 85,48%, la résolution est adoptée.
6e résolution, nomination de Madame Annette Brondeur en qualité d'administrateur de la société. Pour 99,81%, résolution adoptée. 7e résolution, nomination de Madame Kim Ann Mink en qualité d'administrateur de la société. Pour 99,79%, la résolution est adoptée. 8e résolution, rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code du commerce. Pour 99,79%, la résolution est adoptée. 9e résolution, approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à M. Benoît Potier. Pour 89,56%, la résolution est adoptée. 10e résolution, approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux, mentionnées au 1 de l'article L. 225-37-3 du Code de commerce. Pour 93,47%, la résolution est adoptée. 11e résolution, approbation de la politique de rémunération applicable aux mandataires sociaux. Pour 88,83%, résolution adoptée. 12e résolution, fixation du montant de la rémunération annuelle globale des administrateurs. Pour 97,54%, la résolution est adoptée. À présent, les résolutions à caractère extraordinaire. Alors, la 13e résolution, autorisation donnée pour 24 mois au conseil d'administration de réduire le capital par annulation des actions autodétenues. Pour 98,94%, la résolution est adoptée. 14e résolution, délégation de compétences donnée pour 26 mois au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres, pour un montant maximum de 300 millions d'euros. Pour 99,88%, la résolution est adoptée. 15e résolution, délégation de compétences donnée pour 26 mois au conseil d'administration en vue de procéder à des augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription réservé aux adhérents à un plan d'épargne d'entreprise ou de groupe. Pour 98,97%, résolution adoptée. 16e résolution, délégation de compétences donnée pour 18 mois au conseil d'administration en vue de procéder à des augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription réservé à une catégorie de bénéficiaires. Pour 98,85%, résolution adoptée. 17e résolution, harmonisation de l'article 11 des statuts relatifs à la composition du conseil d'administration avec les dispositions de la loi Pacte concernant les administrateurs représentant les salariés. Pour 99,94%, la résolution est adoptée. 18e résolution, modification de l'article 15 des statuts concernant les décisions de gestion du conseil en conformité avec la loi Pacte. Pour 99,94%, résolution adoptée. 19e résolution, mise en conformité de l'article 16 des statuts avec les dispositions de la loi Pacte concernant la rémunération des administrateurs. Pour 99,92%, résolution adoptée. 20e résolution, modification de l'article 9 des statuts concernant les franchissements de seuil. Pour 99,97%, résolution adoptée. 21e résolution, modification statutaire concernant la compétence pour décider ou autoriser des missions d'obligation. Pour 99,12%, la résolution est adoptée. 22e résolution, prorogation de la durée de vie de la société et modification corrélative de ses statuts. Pour 99,98%, résolution adoptée. La résolution à caractère ordinaire. Donc 23e et dernière résolution,
pourvoir en vue des formalités. Pour 99,98%, la résolution est adoptée. Mesdames, Messieurs et chers actionnaires, je vous remercie de votre confiance. Je déclare la séance levée à 16h52. Merci d'avoir suivi cette Assemblée générale tout à fait inédite. Je remercie tous ceux qui ont permis qu'elle se tienne dans de bonnes conditions. Nous organiserons, dès que le contexte le permettra, une réunion à Paris pour une session questions-réponses et échanger de vive voix. D'ici là, Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous, de vos familles et de vos proches. Merci à tous et à bientôt.